Bonjour Olivier, Bonjour Jean-François. comment vas-tu? Très bien. Ravi d'être ici. Parfait, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Euh, on se voit aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est ton sujet de prédilection, qui est le risque de change. Avant de rentrer dans ce sujet, est-ce que tu peux peut-être te présenter? Oui, Olivier Le Chevalier, cofondateur en fait, de la solution DevTech, qui est un outil d'aide à la décision pour gérer les risques de change et les matières premières à l'origine. Voilà, qui a été créé maintenant, peut-être pas loin de 10 ans, 9 à 10 ans, pour pouvoir accompagner les entreprises en fait, de toute taille hein, sur la gestion de ces risques financiers. Pour pouvoir les aider à interpréter, comprendre, et puis décider. Puis aussi, c'était l'objectif de leur donner un outil complet, facile d'accès, voilà, pour les aider à piloter ces risques financiers en fonction des différents niveaux d'interaction, entreprise, voilà, niveau CFO, trésorier. Bah, écoute, ça tombe bien parce que c'est justement le sujet dont on va parler. Et entre autres, plus précisément, je dirais, le sujet de la gestion du risque de change par des ETI, donc spécifiquement des ETI. Tu vas nous expliquer pourquoi. Et comment elles peuvent aborder ce risque et le gérer au mieux. Donc peut-être pour commencer à rentrer dans ce sujet-là, est-ce que tu peux nous dire déjà qu'est-ce qui est spécifique à cette population, je dirais, des ETI par rapport au risque de change? Et effectivement, alors déjà, on va resituer un peu, il y a les grands groupes, les ETI et les entreprises petite taille, etc. Enfin, voilà, donc on va faire un peu ceux qui font plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires qu'on va appeler les grands groupes, qui eux sont organisés, structurés, qui mettent des moyens aussi pour pouvoir s'équiper et gérer les risques de change. Et après, on voit que la notion peut-être d'ETI va de 80 millions à 1,5 milliard. Donc là, on peut avoir toute taille d'entreprise. Donc là, c'est pas évident. En fait, on peut avoir le même problème pour une entreprise de 100 millions que de 700 millions, c'est-à-dire avoir du risque de change conséquent. Mais effectivement, on ne va pas allouer autant de moyens à la direction financière. Donc c'est la difficulté que rencontrent notamment les ETI, c'est d'être capable de se structurer dans un environnement qui bouge, hein, notamment au niveau de l'organisation des logiciels, etc. Et donc là, c'est vrai que pour une ETI, sa première problématique, c'est d'avoir des ressources internes, c'est de comprendre exactement tout ce qui est fait. En général, bon, je dirais qu'ils comprennent quand même très très bien leur métier, hein, il n'y a pas de sujet sur cette partie, mais on voit bien qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Le sujet des risques financiers, il arrive peut-être à un moment de la vie aussi de l'entreprise. Elle passe de 100 millions, 200 millions. Pourquoi? Parce qu'elle a racheté une société à l'international. Donc, elle va avoir un nouveau risque à piloter. Et donc, c'est ça qui fait que ça peut rendre aussi les choses plus compliquées. Donc, on peut avoir une population aussi de trésoriers, de directeurs financiers, je dirais, qui grandissent en même temps avec l'entreprise et ses problématiques. Et tout le monde n'est pas forcément armé pour pouvoir piloter son risque de change, son risque de matières premières. Et là, avec le cas des guerres de l'Iran, ça accentue, hein, ça exacerbe tout ce qui se passe dans l'entreprise, dans la comptabilité, dans les risques. Tout le monde a envie de faire quelque chose, mais par où l'attaquer, parfois, c'est un peu la difficulté qu'on peut rencontrer. Oui, parce qu'on parle, en simplification, on parle de TI, mais en fait, le TI, c'est une taille, c'est pas un type de problématique. Et au final, ce qui compte, c'est l'exposition à des devises étrangères. Et on pourrait même, parce que tu as parlé de 100 millions en bas, même des sociétés qui font moins de 100 millions, certaines d'entre elles sont très exposées parce qu'elles ont une activité sur des Ah zones bah, qui... on peut prendre une activité qui est le panneau solaire, Mm. par exemple, une société qui va faire 50 millions, qui se retrouve exposée au risque de change parce qu'elle va acheter éventuellement en Chine ou en dehors de la zone européenne, donc dit naturellement devise. Elle fait des composants, donc elle se retrouve exposée au cuivre, à l'argent, à l'or. Et comme elle les rapatrie, elle se retrouve exposée au fret. Donc en fait, elle va se retrouver tout de suite avec tous les problèmes de ce qu'on pourrait appeler tout ce qui est risque variable, en gros. C'est vraiment ça. Prenez du risque de change de la matière. Quand vous travaillez qu'en euros, c'est simple. J'achète en euros, je vends en euros, c'est 1 égale 1. Donc c'est bon, ça reste, c'est flat. Ah, là, vous achetez en dollars. Une semaine, on était à 1,20. Aujourd'hui, on est à 1,15. Bon, on voit bien que si vous êtes acheteur ou si vous êtes vendeur, ça ne va pas avoir le même impact dans vos comptes. Donc c'est ça la difficulté. Et en fait, vous voyez qu'il y a des entreprises qui sont d'une taille peut-être un peu modeste et qui se retrouvent quand même exposées
à des notions Un petit peu plus grand groupe, ouais. voilà, de variation. Et donc, en fait, c'est marrant parce que le fil conducteur du risque de change, en fait, une fois que vous avez mis le doigt dedans parce que vous avez une activité internationale, bah, en fait, sur toute la chaîne, ils ont les mêmes problèmes de manière et d'intensité différentes, mais en tout cas, ils vont avoir quand même la même problématique, c'est-à-dire identifier, comprendre, comprendre le rythme. Parfois, vous avez différents risques, risque commercial, risque relation filiale maison-mère, donc un risque translationnel de risque de change. Donc après, du coup, ça se transmet à la comptabilité aussi. Voilà, il faut pouvoir organiser les données, donner les bons taux, avoir toutes les informations qui vont évoluer. Donc du coup, ça, c'est le point commun, que vous soyez large, middle ou petit. En fait, du coup, vous avez vraiment cette complexité métier qui naît naturellement. Je pense que le risque de change, en revanche, est une notion qui est un peu plus difficile à appréhender au quotidien parce qu'on n'est pas confronté à la devise régulièrement. On est en zone euro, vous allez en Belgique, en Espagne, enfin, vous voyez, la monnaie elle reste unique, elle ne bouge pas. Là où les gens le comprennent un peu plus, cette volatilité, cette variation, c'est notamment parce que les gens conduisent une voiture, donc ils sont capables de faire le plein, de comprendre que l'essence était à 2, hier il était à 1,60, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a cet effet où cette volatilité, il faut l'intégrer dans son business model et c'est pas toujours évident de prendre en fait aussi les bonnes décisions au bon moment euh, en fonction des conditions de marché. Et puis vous avez affaire, dans ces moments-là, vous devenez très augmenté d'un seul coup. C'est-à-dire que vous avez le risque de change, il faut s'intéresser à la géopolitique, il faut s'intéresser à la réglementation du pays avec lequel vous allez traiter. Vous allez vous intéresser à dire bah, comment je peux financer peut-être du stock, comment je gère le dédouanement, comment je gère le fret, ainsi de suite. Donc en fait, vous prenez une chaîne de valeur qui commence à s'étendre, donc qui devient moins simple. Déjà aujourd'hui, se faire payer peut-être par un client français, bon bah c'est de l'euro, c'est facile. Et là, on a toujours le quand il va nous payer, il a une date normalement, mais c'est déjà pas évident. Donc quand on commence à mixer tout ça avec d'autres éléments variables, ça complexifie quand même les choses, que ce soit une ETI, un petit ou un large corp en tout cas. Mais là, ce dont on va parler spécifiquement, ce n'est pas les large corp, pardon, Non, non, c'est vraiment c'est les justement ETI. les ETI. Et pour toi, pourquoi cette distinction? Qu'est-ce qui distingue la gestion des risques? Là, donc Oui. on va parler de risques de change, mais quelque part, ça concerne aussi les autres types de risques. Des risques pour les larges corps et pour le reste des entreprises qui sont exposées de manière significative à ces risques. Pourquoi est-ce qu'on met de côté les larges corps? Qu'est-ce qui les distingue dans leur gestion de risque? Pourquoi on les distingue ouais. Le large corp, bon, déjà, il est plus organisé, hein, il est plus structuré, il a plus de moyens. Et du coup, c'est totalement différent. Une ETI, on a affaire à un directeur financier, à un trésorier dans le meilleur des cas. Là, on a vraiment différentes casquettes. Hein. Là, c'est soit on a un généraliste qui fait tout, et il fait ce qu'il peut, et il prend les sujets comme il peut aussi. Ça dépend dans quel métier il est. Hein, entre l'industrie, enfin, je pense qu'en ce moment, si vous êtes dans le retail, c'est beaucoup plus dur. Si vous êtes un industriel, vous avez intérêt dans les... en ce moment, dans tout ce qui est produit et qui tourne autour du pétrole, de la guerre, vous voyez, ou tout ce qui tourne autour de l'IA, de faire des puces. Mais quand il y a d'autres secteurs d'activité, bon, bah, quand vous avez du risque de change, bah, c'est peut-être vous n'allez pas le mettre sur le haut de la pile. Hein. Parce que si c'est de gérer votre cash, gérer votre délai de paiement, enfin voilà. Et donc là, quand vous êtes sur une ETI, c'est vraiment ça qui distingue. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes équipes, la même organisation, pas la même structuration. On parle de professionnels qui sont plus généralistes, on va dire, et qui ont à couvrir à la fois cette problématique du risque, mais aussi tout à fait d'autres sujets qui n'ont rien à voir et qui, comme tu disais, pourraient être des choses à prioriser en fonction du contexte du moment. Là où dans les larges corps, on retrouve en effet des organisations avec même parfois une mini-banque interne, middle office, back office, front office, avec des spécialistes qui ne font que ça lorsque le sujet est vraiment un sujet prioritaire et concrètement, certaines entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir ce type d'organisation en interne quand elles n'ont pas cette taille critique qui leur permet elles n'ont pas forcément d'amortir ces coûts-là, quoi. Exactement. Et aussi pour une ETI, ils n'ont pas forcément la structure avec une relation interne IT, une compétence aussi IT. Parce que c'est deux choses encore de dire, bon, effectivement, dans un groupe, on peut être structuré et puis avoir, comment dire, des équipes soit
finance, IT finance maintenant, on voit de plus en plus ça. Et puis après, vous avez les ETI où forcément, le directeur financier, il doit jouer le rôle du directeur financier, du trésorier, parfois du directeur comptable aussi. Et puis, se dire, tiens, il faut structurer et prendre un outil. Donc, il vient aussi avec une casquette IT et comprendre. Et puis après, ils peuvent se faire accompagner par des cabinets de conseil pour les aider à choisir et à l'installation. Ça, c'est bien aussi. Mais peut-être n'ont pas tous le réflexe. Il y a autant de directeurs financiers qu'il y a de personnalités aussi. Donc, il y a toujours un peu des biais, des comportements. On a affaire à de l'humain derrière, de facto. Donc, effectivement, parfois, ils veulent se lancer seuls peut-être dans des aventures d'installation d'outils. Et ce n'est pas toujours évident pour eux, parce qu'il faut gérer le quotidien, le nouveau projet. Qui dit nouveau projet dit design, quand même design, de comprendre ce qu'on va mettre dedans, comment ça va interagir, qu'est-ce que je vais avoir en output aussi à la sortie, est-ce que je suis d'accord avec ça, est-ce qu'on se comprend bien aussi. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être lourds en fait finalement pour des ETI. Oui, on le voit parfois, nous on accompagne justement ce genre de projet des ETI et des fois on arrive dans des contextes où il y a déjà un projet en interne qui a été lancé mais qui est obligé d'être repris dans des conditions qui ne sont pas forcément idéales. Et c'est vrai que ce n'est pas évident d'être multicasquette et de lancer des projets sur tout un tas de spécialités lorsque l'on est nous-mêmes généralistes. Effectivement, oui. Donc c'est pas évident. Puis après, il y a plein de moments de la vie aussi. Vous pouvez vous faire chasser pour aller dans un autre groupe. Et puis, qu'est-ce que je fais de ce projet-là dans les pattes voilà. Donc c'est vrai que c'est différents sujets, oui. Et donc, selon toi, lorsqu'on est dans ce genre de configuration, c'est-à-dire qu'on est un généraliste, que ce soit un DAF ou un trésorier groupe qui a dans son scope la gestion du risque, mais qui n'est pas un spécialiste et qu'on n'a pas accès à des ressources infinies pour gérer ça, quelle est la meilleure approche, selon toi, que l'on doit avoir ? Déjà, il faut être méthodique. En fait, c'est-à-dire que les gens, parfois, viennent chercher un outil pour dire que ça va tout faire. Un peu comme l'IA, il va tout faire pour nous. Voilà. Mais en fait, le vrai sujet, c'est qu'il faut être méthodique. Il faut comprendre, il faut structurer. Donc la méthode, c'est d'où vient mon risque. Parce que c'est vrai que quand je parle avec des clients, des prospects, ou qu'on parle risque de change, je leur pose beaucoup de questions sur leur activité métier. Pourquoi il y a du risque de change, d'où il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le délai, mais qu'est-ce qui se passe dans telle situation, etc. Donc du coup, je me raconte, tu es venu pour parler un peu risque de change, méthode, outils par exemple. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir structurer, comprendre, de savoir d'où il vient, quelle est sa temporalité, quel est l'impact sur l'entreprise. Et après, en fait, on va pouvoir organiser, structurer et mettre des actions en place. Et en général, ils préfèrent aller, l'action. Puis aussi, il y a un biais, je trouve, qui est un peu important, c'est-à-dire que le directeur financier parle souvent avec son banquier, dans l'ETI. Il a souvent le banquier au téléphone, que ce soit pour du change, du financement, enfin, peu importe, les comptes courants au quotidien, il va lui parler. Et donc, il échange beaucoup. Et le banquier fait, pour avoir été de l'autre côté aussi, avoir fait de la gestion de risque en banque, effectivement, nous, ce qui nous intéresse, c'est son exposition. Et lui dire, t'as 1 million, faut le couvrir, hop, comme ça, il n'y a plus de risque. En fait, le vrai point, c'est, t'as 1 million, c'était quoi le taux, en fait, auquel tu t'es mis d'accord peut-être avec ton client, faut protéger la marge. Donc, il y a différentes notions. Et ça, parfois, est-ce que vous avez un objectif de gestion, est-ce que vous avez quelque chose en tête ? Les gens n'ont immédiatement, dans le cadre de l'ETI, n'ont pas cette structure, n'ont pas cette information. Donc c'est vrai qu'il faut partir un peu de la compréhension du risque, faire un mapping, organiser et mettre des actions. Et c'est vrai que le mapping passionne personne. D'où vient ma data ? C'est vrai que parfois ils imaginent peut-être, on va ouvrir le capot, on va mettre quelque chose d'IA et puis il va nous permettre de bien trier. Ça peut peut-être aider, je suis d'accord, mais quand même la matière grise est quand même en général au niveau de l'entreprise, du directeur financier. Il sait pourquoi il a payé, il connaît sa relation fournisseur, il connaît les bons, les mauvais payeurs, ainsi de suite. Enfin, ou pas mauvais payeurs, mais un peu retardataire. Il connaît bien tout cette méthode. Maîtriser sa donnée, étape numéro 1. Malheureusement, oui. Alors c'est le cas dans beaucoup de sujets, ça concerne le risque, mais pas que. Oui, mais je pense comme il est très...
vous pouvez faire dans le risque, vous pouvez faire un mix. Parce que quand vous mettez à la gestion du risque de change, je peux avoir vendu un produit pour 1 million. Ça, c'est du commercial. Avoir prêté $1 million à ma filiale, ça, c'est du financier. Donc, du coup, c'est un risque translationnel aussi. Et là, c'est 2 choses. Donc, je leur dis, c'est 2 choses différentes. C'est pas on met tout parfois dans le compte courant. Voilà, ça va s'équilibrer. OK, vous pouvez tout mettre, tout gérer comme ça, mais il faut aussi un outil qui vous permette de tout bien catégoriser, tout bien réorganiser pour reconnaître votre performance et savoir où vous en êtes aussi. Et donc, c'est assez intéressant que quand on se remet au niveau de l'entreprise, si on fait que de l'euro, j'ai mes comptes bancaires, j'ai l'euro, je sais que ça, c'est un risque de taux d'intérêt, ça, c'est un risque... Voilà. Et puis, parfois, le change peut être un peu fourre-tout. Ouais, hop, on met tout dedans, et puis on va sortir des notions type netting, cash pooling, couverture. Voilà, tout ça, ça va se mélanger. Mais de réussir à faire croiser les informations rapidement, de manière compréhensible, et de pouvoir savoir où on en est, ça, c'est pas évident. C'est pas évident pour une entreprise. Donc voilà, il faut de la méthode, de la rigueur, etc. Et je vous dis, si vous faites simplement méthode et de la rigueur, c'est 80% du travail qui est fait. Après, voilà, ça va. Donc, si vous voulez corriger un biais de change rapidement, malheureusement, c'est de mettre de la rigueur, de l'organisation et de comprendre correctement ces datas. Ça, c'est le plus important. Donc, une fois qu'on a des datas qui sont clean, qui sont maîtrisées, qui sont comprises, oui. Quelle est l'étape suivante ? Là, ça va être de décider en termes de politique de couverture, ce que vous souhaitez faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut protéger des écarts de change ? Est-ce qu'on veut se protéger notre marge ? Donc, chaque entreprise, en fonction, soit un groupe familial, que ce soit un groupe sous LBO, que ce soit un industriel, vont pas avoir la même approche du risque. Donc, c'est là où il va falloir faire des choix. Et après, à partir de ces choix, ils vont s'autoriser à des instruments de couverture plus ou moins simples ou plus ou moins complexes. Et du coup, c'est ça qui reste. Parce que la phrase de dire sur 10 ans, le cours, il fait une bonne moyenne. Oui, mais quand on regarde les comptes d'une entreprise, on ne les regarde pas sur 10 ans. On ne fait pas un méga bilan, on regarde ça tous les ans. Donc là, en ce moment, comme le dollar s'était déprécié pendant 1 an, on part de 1,03 en janvier 25, on arrive quasiment à 17 en décembre 25. On voit bien que les vendeurs de dollars, ils ont perdu de l'argent. Ça a favorisé les acheteurs. Mais donc là, voilà. Et après, ils ont affaire aussi à toutes ces normes et régulations comptables aussi en face. Et puis, comportement aussi. Oui, mais si je mets de la couverture, parfois, ça peut être spéculé, etc. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours les ramener à dire qu'est-ce que je couvre ? Pourquoi je le fais ? Et puis, OK, je mets un instrument de couverture. Et pas mettre un instrument de couverture pour faire plaisir à la direction financière ou parce que oui, j'ai fait quelque chose. En fait, le problème, c'est que dans les comportements des trésoriers ou des directeurs financiers, ils sont aussi jugés par rapport après, par rapport au marché. Donc, j'ai pris une couverture aujourd'hui. Est-ce qu'il s'est apprécié ou déprécié ? Ouf, il s'est déprécié. J'ai bien fait de couvrir. Ah mince, j'aurais pas dû. Voilà. Donc, il y a un petit côté marché de regret. Donc, en fait, aussi, parfois, c'est ça qui est le plus difficile, c'est un peu le biais comportemental qu'on peut retrouver. Il y a ceux qui veulent battre le marché, il y a ceux qui ont des croyances hyper importantes. Voilà, c'est un peu des sujets aussi. On se bat aussi avec l'homme et pas qu'avec le risque, finalement. Mais là-dessus, justement, tu vois, toi, beaucoup de comportements et de profils différents dans ces trésoriers et ces DAF qui Oui, il y a 3 grandes catégories. Il y en a qui veulent s'en occuper, qui n'ont pas les moyens, notamment dans les ETI. C'est vraiment ça, c'est je veux m'en occuper, je veux essayer de comprendre, je veux essayer de m'améliorer. Parce que je pense que ces gens-là aussi sont dans l'idée de bien faire leur métier, tout simplement. D'autres, je dirais pas qu'ils ne veulent pas s'en occuper, mais il y a une autre population, ça ne les intéresse pas, ou moins. Ou ça dépend aussi de l'impact que ça a dans l'entreprise. Il peut y avoir aussi la relation de je suis incentivé ou pas incentivé à faire mieux, tout simplement. Voilà. Et d'autres, vraiment, ça ne va pas les passionner. Par exemple, vous allez avoir des profils qui sont très très forts en monétique, très très forts sur la partie cash management, etc. Et puis peut-être que le risque, le fait que ça soit volatile, etc. Si le directeur général a dit
coûte sur 10 ans, c'est une moyenne. Bon, c'est sûr que ça ne va pas les encourager. Puis après, il y a ceux qui, malheureusement, courent après le temps, ont les multicasquettes et donc sont plus en mode j'interviens quand je peux, au moment. Enfin, voilà. Et donc, du coup, ils sont un peu dans ces 3 grandes familles aussi. Voilà. Il y en a un qui veut bien faire, qui n'a pas de moyens. Il y en a un qui... ça intéresse moins, donc il ne s'y met pas non plus. Et puis après, il y a celui qui... parfois, qui peut avoir le profil un peu sachant, qui intervient en disant c'est bon, ça, voilà, etc. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Je fais attention, on est dans un podcast, donc je peux pas. Non, mais voilà, mais c'est vrai que la difficulté, c'est vraiment pas. C'est pas évident de se positionner. Parce qu'il y a un effet où vous êtes jugé. Par exemple, on a déjà vu des trésoriers en disant bah, tiens, je fais une perte. Bon. Et le directeur financier est venu me voir et m'a dit explique-moi cette perte. Bah oui, mais là, tu as un contexte de marché qui fait que, bon, bah, par rapport à votre stratégie, vous ne pouvez pas faire des miracles. Hein. Vous ne vouliez pas mettre une couverture à l'origine. Voilà. Parce que vous appelez ça de la spéculation, alors que vous avez quand même un sous-jacent à couvrir. Voilà. Oui, parce qu'il y a des entreprises qui ne couvrent pas, alors qui sont, selon dépend du niveau d'exposition, mais il y a des entreprises qui simplement ne couvrent pas. Oui, qui ne couvrent pas, effectivement. Ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas... Voilà. Mais toi, non, mais là, en fait, c'est ce que je dis, c'est s'outiller, veut pas être une fin en soi de se couvrir. En fait, c'est de comprendre son risque. C'est de se dire, bon, bah, je l'ai pas couvert, je sais pourquoi je l'ai pas couvert. Le suivre. Hein, c'est très marrant parce que quand j'ai des clients qui font à la fois du risque de change et de la matière première, ils vont pas forcément couvrir. Parce que quand il y a un élément de la matière qui s'apprécie, bah, l'autre se déprécie. Ce qu'on voit notamment sur le baril. Le baril, bon, bah, là... il s'est apprécié, on passe les $100. Bon, bah, on voit bien que le dollar aussi se renforce, donc il peut y avoir des mécaniques inverses. Donc si vous êtes vendeur de dollars, vous êtes gagnant, quoi qu'il arrive. Et du coup, bah, les entreprises comme ça ne vont pas forcément se couvrir. En fait, ils vont le piloter, ils vont le regarder, ils vont dire, bah voilà, en fonction des conditions de marché, en fonction des prévisions, de ce que j'ai, etc. Je n'ai pas besoin de couvrir, je n'ai pas besoin de consommer de dérivés financiers non plus. Et après, bah, ceux qui veulent protéger leur marge, ils vont faire de la couverture par exemple, très systématique. En fait, ça dépend vraiment. Mais là, bon, je dirais quand on fait des couvertures systématiques, ça, c'est quelqu'un qui est passé à une étape où il n'en peut plus de son risque de change. Bon, voilà, on s'est mis d'accord, on voit bien de faire des choses systématiques. Ça marche, ça protège ma marge. Bon, bah, on n'en parle plus et on va faire ça. Et d'autres, bah, voilà, il y a tous ces biais comportementaux où à partir du moment où la politique n'est pas claire, bah, c'est l'humain qui reprend le dessus. Vous avez le joueur... celui qui est trop en confiance. Non, le taux, il fait moins confiance. Il va monter ou il va baisser. Et du coup, il ne fait pas. Et après, ce ne sont pas des gens qui vont exposer non plus leur part. En fait, c'est un peu ça. La problématique du change, c'est des risques dans le TI, c'est pas petite structure, petite organisation, et aussi le caractère humain qu'il y a derrière, avec ces biais comportementaux, qui tout le monde en a. Hein. Je ne suis pas meilleur. Mais je veux dire, il faut arriver à une méthodologie. C'est ça le plus important. Méthode, rigueur, et ça fait 80% du travail, du job en tout cas. D'accord. Si on fait ça. Et donc, là, on parle de la méthodologie, de l'approche, on va dire, holistique qu'il faut avoir sur ce type de problématique. Toi, tu as donc créé un outil qui gère ce type de problématique, DevTedge. Oui. Tu l'as créé en quelle année ? 2017. 2017 ? Donc, quand tu as créé cet outil-là, quel était le contexte ? Pourquoi est-ce que tu as créé cet outil ? Le contexte à l'époque, c'est de dire, en fait, les outils qui sont aujourd'hui en place. En fait, à l'époque, on est en on-premise. Donc, on installe. En fait, un projet, c'était... j'ai 6 mois de sélection d'un outil, 3 mois de négociation commerciale, 3 mois de juridique. Bon, voilà déjà. Quand on est à l'époque, quand on est utilisateur. Voilà, quand on recherche un outil, pour ceux qui font des appels d'offres. Et il n'y a que les grands groupes qui font ça, in fine. Davantage, voilà. Puis tout est tourné vraiment des outils comme ça on-premise. Et après, il faut faire l'installation. Donc c'est 12 mois après, 12, 18 mois, etc. En fait, ce qu'on rend compte, c'est qu'on a des équipes qu'on en marque, qui sont rincées. Quand c'est mis en place, voilà, c'est sympa. Puis après, on va parler d'une autre release, où l'éditeur dit moi j'ai bossé pendant ce temps-là, donc il va falloir faire. Voilà. Donc les gens se disent attends, c'est
compliqué. Voilà. Là, c'est quand on est en on-premise, c'est-à-dire qu'on a l'installation sur le logiciel en local. Exactement. Sur son poste. Oui. Après, il faut passer les mises à jour. Voilà. Alors, ça, le petit, c'est... Bon. Et à l'époque, nous, voilà, on arrive directement dans le SaaS. En disant, on va faire du SaaS. C'est plus simple parce que, les mises à jour sont au fil de l'eau. On n'est pas obligé d'embêter le client pour ça. Ça fait partie un peu de ses avantages. À l'époque, les marchés sont flats aussi. Il y a moins de mouvements sur l'échange. Les taux sont quasiment négatifs, proche de zéro. Donc tu l'as lancé du moment où le besoin en fait était peut-être un peu moindre qu'aujourd'hui. Le mindset était de dire je vais aider les entreprises à piloter leurs risques de manière simple et efficace. Et du coup, ça passe par un outil. Et ça passait par quoi? Être capable de suivre son exposition, avoir des cours pour pouvoir savoir où va le marché. Et puis avoir un reporting qui permet de croiser ça. Et à partir de ces trois éléments-là, ça suffit pour pouvoir piloter simplement son risque de change sans trop se prendre la tête, entre guillemets. Puis déjà en 2017, au moment 2016, il y a le Brexit. Il y a quand même des sujets. Il y a, en novembre, à l'époque, il y a Trump aussi qui accède la première fois au pouvoir. Et puis après, il y a le Covid. Alors là, ça y est, ça lance encore plus les choses. Donc, tous ces éléments de marché viennent exacerber aussi tous ces points. Mais en revanche, chose que je n'avais pas prévue à l'époque, c'était aussi de dire je fais l'exposition, les opérations, un reporting. Puis finalement, les entreprises viennent assez vite à dire comment je fais mes calculs d'écart de change. Est-ce que vu que vous avez toutes les infos, est-ce que vous pouvez le faire en automatique? Donc c'est aussi pour ça qu'on automatise cette partie. Et à l'époque aussi, on avait cette mindset de donner une méthodologie de gestion. De dire, voilà les KPIs qu'il faut suivre, voilà ce qu'il faut faire, et là vous avez une méthodologie passe-partout et qui permet de marcher dans 80% des cas. D'accord, c'est-à-dire que quand toi, en fait, c'est un outil, mais c'est un outil, mais aussi une approche de la gestion du risque. Exactement, et une aide à la décision. Par exemple, le premier client avec lequel on travaille, ils ont un budget de 20 millions, le marché est pas au rendez-vous, ils perdent 1 million en fait, par rapport à l'objectif de gestion. Et la banque leur dit, allez, arrêtez l'hémorragie, mettez une couverture. Ça, c'est en janvier, février, à l'époque. Et du coup, pour un échange, peu de chance, on arrive à travailler avec eux. Puis on dit, écoutez, on va utiliser l'outil. Puis en fait, on va mettre des niveaux d'intervention. On va se protéger, mais on va se laisser la possibilité de revenir dans le marché. Pas manquer, le marché, il est revenu. Il a cafouillé pendant 6 mois, mais pendant les 6 mois suivants, il est revenu. Donc du coup, ils n'ont pas eu besoin de prendre cette perte globale et du coup, ils ont pu revenir et ils ont fait quasiment 1,5 million de gains par rapport à l'objectif. Donc, ils étaient contents. Et après, ils donnent mais oui, mais c'était un peu... Mais là, on en revient toujours pareil, c'est la méthodologie. C'est l'organisation. On garde un peu ce côté tête froide et pas se laisser... Stratégie, l'approche. En fait, quand on est méthodique, et puis au moins, je trouve qu'on a moins à se reprocher. J'ai pas fait... on ne surréagit pas à ce qui se passe, on applique ce qu'on a décidé, l'approche qu'on a décidé de mettre en place. Exactement. Donc on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prévoir, donc effectivement, c'est ça qui se passe. Là, on l'a refait encore récemment, sur des gens qui... Pas une énorme ETI, mais une ETI 200 millions, qui permet de... On affichait une perte de moins 500, on revient... à quelque chose qui est positif à plus de 100. Donc voilà, c'est pas mal. Ça a aidé à atteindre cet objectif un peu pour les aider à piloter. Mais ça reste que de la méthodologie et de l'organisation avant tout. Et donc ça, c'est en apportant de la vision, de la visibilité sur la situation, sur l'exposition, de la méthodologie dans l'approche. Pas aller trop vite. Voilà. Donc c'est vrai que tout ça, donc via un outil via l'outil en SaaS, effectivement, pour pouvoir les aider à piloter. Donc en fait, c'est des best practices de la banque, des best practices du conseil et de la méthodologie. Et comme ça permettait de tout mettre dans un outil. Et c'est vrai que à l'époque, le marché est beaucoup plus flat, mais c'était de pouvoir aider ces entreprises qui exprimaient aussi le côté où le on-premise était long, donc d'arriver avec des solutions SaaS aussi, de dire je peux récupérer de la data de différentes sources aussi. C'est important d'avoir les différentes sources. Pour la mettre dans un outil, que ça mouline et que ça puisse donner un résultat. Et que ça soit plutôt dynamique et friendly aussi en termes d'utilisation. Et après, c'est vrai, quand on revient, et après, il y a le Covid, stress. Et puis aujourd'hui, on voit ce qui se passe au niveau
des différentes guerres, des contre-pouvoirs. Et donc, ce qui était intéressant avec le Covid aussi, c'est là, il y a plus de personnes, on a plus d'écoute, en tout cas, autour de la gestion de risque. En fait, avant, j'ai le temps de le faire dans Excel. Et maintenant, ça va trop vite. J'ai plus le temps. Puis il faut que je couvre. Et puis, en fait, ça crée d'autres problèmes, la compta, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent des solutions intégrées, transversales, parce qu'en fait, du risque de change, un jour, vous le regardez sous l'angle de la marge, le lendemain, vous le regardez sous l'angle comptable, le lendemain, vous avez besoin de le voir consolidé, le lendemain, vous dites, attends, c'est quoi cette devise Taïbat et 40, 50, 60, l'Indi Rupee, ça passe de 80 à 100. Bon, vous voyez, c'est... le rouble, il passe de 60 à 100. Et du coup, quand vous avez des devises un peu comme ça, on a l'habitude de gérer du dollar, du GBP, la livre, du CHF, des francs suisses. Effectivement, il y a moins de mouvements quand même, un peu erratiques sur les marchés. Donc, pour les entreprises qui ont un peu ces mouvements, puis après, vous avez aussi il y a une mode d'aller se développer dans les pays. On a vu l'euro USD. Oui. Il a beaucoup bougé. Effectivement. Mais après, c'est vrai que exactement, les gens... voilà, ça bouge. Oui, mais on ne sait pas. Mais ça peut quand même bouger, quoi. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. C'est vrai. Alors, sur le change, vous avez eu 10% en moyenne de volatilité. Voilà. Et sur les matières premières, c'est 30% de volatilité par trimestre, 90% genre par semestre et par année. Donc on le voit bien. Mais typiquement, c'est... puis vous avez aussi des zones. On va investir au Brésil, en Turquie, etc. On se focalise sur le change, mais c'est vrai que toi, ton expertise va aussi sur les commodities et sur les autres types de risques. Exactement. Mais typiquement, c'est un peu la même chose. En fait, c'est que ça crée du bruit et faut pouvoir l'appréhender. Donc effectivement, c'est pas simple. Et puis, ces mouvements de marché font que ça apporte beaucoup plus de stress. Et puis, en fait, on commence aussi, les entreprises, c'était flat, les taux à zéro, ce qui n'était pas normal, pas de rendement, voilà, etc. Bon. Et là, aujourd'hui, faut emprunter de l'argent à taux beaucoup plus cher. Il y a tout ça qui joue. On commence à se rendre compte que vous avez des US qui jouent leur partition. Des pays du Golfe qui ne s'entendent pas non plus. Et donc, ça crée du stress. Et donc là, c'est vrai que la gestion du risque revient plus sur le devant de la scène. On le voit aussi notamment, on parlait beaucoup de ESG il y a encore 12 mois. Malheureusement, quand il y a des éléments de stress de marché, tout le monde essaie de se reconcentrer sur son métier, sur son cash, sur son organisation. La priorisation. Exactement, oui. Ce qui n'apporte pas immédiatement. Je ne dis pas qu'il faut lâcher les ESG. Je dis simplement, là, il y a un momentum de marché où on s'est rendu compte que le pétrole était vraiment à la base de beaucoup de choses, que ce soit en chimie, etc., et que ça vient en profondeur aussi, ça touche toutes les entreprises. Donc, vous savez, dans le textile, là, un détroit d'Ormuz qui est bloqué, vous voyez, l'aluminium augmente parce que l'aluminium passe... Le détroit d'Ormuz laisse passer quand même 9% de la production. Donc forcément, voilà, vous avez un stress. Donc tous les acteurs regardent pas que le risque de change et du coup commencent à prendre le risque aussi dans sa globalité, où les taux montent, où le risque de change est volatile et où les matières sont volatiles. Et pour une entreprise qui a investi à l'étranger, se retrouve confrontée au taux d'emprunt, la devise, puis la matière. Donc voilà, c'est quand vous êtes au niveau international, tous ces risques qui se créent. Donc pour une ETI, c'est quand même un peu complexe quand vous vous réveillez le matin, vous dites ah mince, encore bougé, qu'est-ce que je vais faire, etc. Est-ce que je vais être livré de ma marchandise, est-ce que mon client n'est pas défaillant, enfin vous voyez, il y a plein de choses qui se posent aussi derrière en termes de métier, quoi. Ah, bien sûr. D'organisation. Et toi, donc, ça fait maintenant 8 ans, 9 ans oui. que tu es sur cette solution, donc cette problématique via ton outil DevTedge. Aujourd'hui, tu en es où ? Aujourd'hui, on a rejoint le groupe Diapason, donc au mois de décembre dernier. Donc c'est vrai que c'est tout récent. Donc c'est vrai que l'idée pour DevTedge, nous, on était sur un univers de niche, risque financier, donc de la niche dans la niche, limite risque de change, matières premières, taux. Et du coup, on savait qu'il fallait quand même aller
se rapprocher un jour ou l'autre d'un généraliste. Donc le choix de Diapason a été naturel, ce sont aussi des experts, bonne presse. Donc c'était évident de se rapprocher d'une solution française et de pouvoir venir compléter aussi, apporter notre pierre à l'édifice chez eux. Et eux, ce qu'ils nous apportent, c'est davantage de sécurité. Parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui aussi dans l'univers du logiciel, c'est qu'avant, il y avait l'on-premise, on passe au SaaS. Aujourd'hui, tout le monde fait du SaaS, mais il y a de la réglementation, de la sécurité. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Toute une organisation des infrastructures, c'est de l'argent aussi. Et maintenant, faut faire face à l'IA. Et puis comme on était une société, je dirais, de taille modeste, on ne va pas se mentir, effectivement, quand vous approchez des grands groupes ou des sociétés, quand vous êtes en 2020, il y a moins de stress sur les marchés, on peut se dire qu'on peut faire confiance à des acteurs. Mais là, aujourd'hui, les directions financières veulent des acteurs solides, avec qui s'engager sur du long terme et travailler pendant longtemps. Donc effectivement, ça fait partie naturellement de mes objectifs à l'époque aussi, qui était de se rapprocher d'une solution plus généraliste pour pouvoir venir compléter une palette. Et comment ça se passe, cette intégration? Donc, tu rejoins Diapason, mais DevTedge existe toujours en tant que tel? Il va être fusionné avec l'application? Alors, comment ça se passe en fait, moi, le DevTedge rejoint la division MyDiapason Risk. Donc, il y a l'ensemble MyDiapason Risk, et au sein, on garde, la solution DevTedge. Ça, il faut le voir comme un produit qui permet d'avoir du reporting, de l'aide à la décision, et qui existe dans l'univers MyDiapason. Donc, totalement compatible. L'objectif aussi à terme, c'est d'avoir un SSO commun, c'est d'avoir une colorisation qui se rapproche, et puis aussi de pouvoir avoir ce fonctionnement qui est déjà actuel, qui est de l'API REST entre nous en termes d'outils. Donc pour le client, à la fin, c'est transparent. Les données qui communiquent Exactement. entre les deux. De toute façon, pour le client, à la fin, c'est transparent. On n'a pas forcément, comme tout est géré en API, on n'a pas l'impression de quitter absolument d'environnement. Mais qui peut rester aussi une application solo? Oui, qui peut, effectivement, oui, parce que c'est vrai qu'on s'est toujours construit sur le best of breed, parce que nous, on ne faisait qu'une partie, donc effectivement, il fallait être un peu compatible avec tous les outils de la place. C'est-à-dire qu'il faut être compatible avec l'Excel du directeur financier, compatible avec le RP, compatible avec le logiciel comptable dédié. Fallait être compatible sur tous ces niveaux-là. Donc c'est vrai que DevTedge va garder quand même cette capacité à avoir ce multisource. Et aussi demain, comme on intègre un groupe plus important, on va bénéficier aussi chez Diapason des best practices, des workflows ultra solides, et puis pouvoir avoir une chaîne de valeur sans rupture. C'est-à-dire qu'on est capable de capter toutes les informations, cache, etc. Parce que quand on fait que du risque, parfois, moi, il me manquait une information qui se trouve dans le TMS. Et le TMS, parfois, il manquait l'information qui se trouve dans le risque. Donc, ça fait une continuité naturelle, en tout cas, pour qu'il n'y ait pas de rupture, en fait, l'objectif. C'est de pouvoir avoir un cycle. C'est-à-dire, je suis connecté à mes ERP, mes outils internes, à mes banques, et de pouvoir avoir un cycle le plus interopérable possible, en tout cas. C'était ça le point. Mais c'est vrai que de rejoindre un groupe, ça permet aussi d'accéder à la nouvelle technologie, c'est aussi pouvoir se projeter, et puis de passer et de rassurer aussi les clients existants et futurs sur le fait qu'on est plus sûr, entre guillemets. Voilà. Parce que toi qui rejoins donc un plus gros acteur, tu vois pour toi, qui est dans l'écosystème justement des solutions avec cette spécialité, tu vois une consolidation du marché? Pour toi, c'est un mouvement qui est un mouvement naturel, ou c'est vraiment spécifique à ton contexte, à toi? Pour avoir un peu... côtoyer un peu tout le monde, tous les éditeurs, tous les éditeurs se connaissent, échangent, discutent. On reste malgré tout sur une niche. Exactement. Et les gens se parlent. Exactement. Les gens se parlent, et on sait bien que chacun. Après, il y a des solutions qui existent depuis un petit moment, donc aussi il faut avoir la capacité de se renouveler, il faut avoir la capacité de continuer d'avancer.
Donc, soit vous faites partie un peu des leaders du marché qui vont être innovants, qui vont avoir des fonds et des ressources pour pouvoir faire de la R&D, parce que c'est un peu aussi le contexte, toujours. Donc, effectivement, ceux qui faisaient peut-être quelque chose de très bien, qui n'ont pas fait évoluer suffisamment le produit, ou loupé des portes techno, effectivement, eux vont rester sur leur niche, faire très très bien leur métier, et puis ça va se concentrer, quoi, naturellement. Voilà, il y a ces momentum de marché qui arrivent. Voilà. Il y a un effet aussi où les taux sont tendus, donc lever de l'argent, c'est complètement différent. Donc aujourd'hui... ça, c'est contexte global, en effet. Oui, et puis il faut que ça soit rentable aussi. C'est fini un peu le côté où on lève et puis on n'est pas forcément... Exactement. Non, là, c'est vrai que la recherche est quand même... Et puis... là, on l'a vu notamment sur les marchés, il y a quand même un stress où, sur les softwares avec l'IA. Donc, il faut prendre cette porte aussi. Et tout ça, c'est coûteux en tout cas. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a une concentration. Vous avez des logiciels américains qui veulent pénétrer le marché français, donc qui a une tendance à vouloir acheter des outils. D'autres qui veulent aller aux US, donc qui vont acheter d'autres outils ou qui vont mettre d'autres moyens en place pour y accéder. Et encore, on parle un peu, je pense on est un peu biaisé, parce qu'on parle que des marchés européens, on connaît un peu des séries d'éditeurs, etc. Après, quand vous allez sur... C'est très régionalisé quand même, ces marchés. Exactement, oui. Globalement, les acteurs qu'on retrouve en France, on ne les retrouve pas forcément ailleurs, et inversement. Je dirais qu'on va peut-être plus croiser quand même des acteurs américains, français, européen, je veux dire, on va... Un Treasury qui est un gros acteur du secteur, on le voit peu en France. Exactement. Mais lui, son intérêt, c'est qu'il essaie de prendre des parts de marché en rachetant des sociétés, etc. Mais par exemple, vous n'allez pas entendre du tout parler des logiciels qui se trouvent au Brésil. Oui. Vous allez regarder un énorme logiciel Totus, il est énormissime. C'est très régionalisé. Très régionalisé. Donc voilà. Mais on ne va pas être impacté. Nous, on ne le voit pas... souvent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette concentration, et puis aussi faire de la fonctionnalité pour faire de la fonctionnalité. Il y a un moment, est-ce qu'il ne faut pas racheter la solution pour étoffer son portefeuille de fonctionnalité aussi, pour pouvoir aussi... Parce qu'il y a ce côté où vous faites très bien un sujet, puis après, il faut fidéliser le client, il faut quand même réussir à le garder, parce qu'en fait, il y a des cycles... La relation, c'est le problème, entre autres, qu'ont certains outils étrangers pour s'implanter sur un territoire en France, c'est que la relation client, elle est locale. Exactement. Faire de la relation client internationale, c'est compliqué, voire ça échoue souvent. En tout cas, moi, j'ai vu et j'ai discuté avec des éditeurs qui, en effet, ont fait ces essais qui n'ont pas fonctionné. Et les clients veulent parler, s'ils sont en France, ils veulent parler en français avec leur support, quoi. Exactement. Donc, on voit des très grosses solutions qui s'étendent partout dans le monde, qui vont avoir un back-office ou des CSM... je dirais un peu cliché, mais qui peuvent être en Inde ou dans des... Voilà, effectivement, ça ne plaît pas à tous les utilisateurs. Et puis, cette globalisation fait qu'après, il y a aussi cet effet où, par exemple, pour la partie française, les langues, les latins, c'est peut-être pas leur truc non plus. Donc, d'avoir que de la documentation en anglais, ça remonte souvent aussi en disant c'est pour ça qu'ils veulent un interlocuteur aussi en face. D'avoir, Parce que la difficulté va dans les deux sens. Exactement. Que ça protège sur ta région, mais ça te rend le développement dans d'autres régions un peu plus complexe. Tout à fait. Et donc, c'était pour nous, tu vois, pour des solutions de risque de change, tu es directement globalisé, parce que moi, je n'ai pas besoin des règles internationales. C'est pas un frein pour l'utilisation d'outils de risque globalement. Oui, puis en termes de support, c'est aussi le niveau de support dont tu as besoin. Si c'est un support, parce que l'outil est complexe et que donc il y a besoin d'un support lourd, je dirais. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais c'est ça aussi qui peut freiner ou du moins rendre plus difficile le fait d'implanter ça sur d'autres zones géographiques, quoi. Effectivement. Donc comme nous, on a une implémentation qui est plutôt... ça peut être long quand tu fais pour les expositions, parce que c'est ça qui prenne du temps, de bien comprendre le mapping de risque en fait, à l'initialisation. Mais c'est vrai qu'après, on arrive à travailler avec des gens qui sont au Canada,
qui sont sur d'autres time zones globalement. Mais c'est vrai que ça joue, cette relation clientèle, que ce soit pour quelconque éditeur, c'est très important. Et je dirais que aujourd'hui, le fait qu'il y ait beaucoup de chatbots, de robots, etc., et beaucoup de discussions un peu dématérialisées, je pense que faut vraiment faire attention à ça pour bien conserver sa clientèle, cette relation de proximité, être à l'écoute. Et c'est pour ça aussi, chez DevTech, pour nous, la partie outils, solution, sur cette partie-là, nous, on a fait le choix un peu d'avoir des accompagnements un peu plus pour aider les clients sur la gestion. Alors, on peut les écouter, on ne fait pas de conseils, mais on peut les aider à mieux comprendre leurs décisions en échangeant. Donc c'est vrai qu'il y a à ce côté, on fait des points réguliers avec nos clients dans leur langue, je dirais, mais soit en anglais ou en français. Mais typiquement, c'est bien parce que ça rassure. Donc voilà. Parce qu'il y a le côté documentation, à chaque fois de les renvoyer dans la documentation, c'est sympa, mais il y a un peu un effet... je suis pas compris, quoi, voilà, etc. Donc c'est vrai que ça joue beaucoup, et du coup il y a cet effet de concentration effectivement qui s'opère, parce que les acteurs qui sont puissants deviennent de plus en plus puissants, donc ceux qui sont dans la taille moyenne, faut qu'ils arrivent à gagner des parts de marché, donc faut se différencier, donc c'est aussi d'autres process, d'autres organisations à mettre en place. Et donc, depuis que maintenant tu changes de dimension, quelle est la roadmap pour DevTech? C'est quoi ta vision de DevTech dans les années qui viennent? La roadmap, c'est d'améliorer en continu ce qu'on fait. Déjà sur la partie produit, change, matière. Aussi avoir cette capacité aussi peut-être à avoir des meilleurs reporting peut-être plus tard pour aller sur du taux d'intérêt. Et après, c'est de ne pas rater les virages qui sont technologiques, aussi pour des éditeurs, c'est-à-dire des techniques, avoir toujours la meilleure organisation de déploiement de l'outil, de développement, tout ça c'est important. La sécurité aussi, maintenant ça devient un véritable enjeu globalement avec les données du client. Et puis on arrive forcément où sur la roadmap, il va falloir intégrer beaucoup plus d'IA. Donc, pour les entreprises, la marche est quand même plus haute en termes de charges. C'est-à-dire, la sécurité, ça passe par des pentests, il faut les payer, vous voyez, il faut s'en occuper. Il y a l'investissement, en effet. Il y a de l'investissement. Parce que les gens peuvent imaginer, tu as fait un code, c'est fini, ça tourne. Non, parce qu'il faut l'entretenir. Il y a du versionning qui vient de partout, soit du code, du cloud, etc. Donc, tout ça sont des coûts, en plus, qu'il faut contrôler. Et puis demain, toute la R&D, c'est-à-dire faut pas s'endormir en disant tiens, j'ai des clients, ça roule. Non, il faut sans cesse se remettre en question et suivre le marché. Du coup, il faut l'accompagner. Et là, quand on voit l'IA, on en parle beaucoup, mais on voit pas encore très très bien le business model pour tout le monde. Je pense dans 90% des cas, tout le monde est OK pour y aller. Mais comment le vendre exactement, et où aller, parce qu'on le voit. D'ailleurs, on l'a vu sur les marchés aussi. Tous les éditeurs d'IA ont levé énormément d'argent. Et puis là, avec le stress, métaux, l'environnement ambiant, on dit, écoutez, ce serait bien qu'il y ait un retour sur investissement maintenant que l'IA fasse aussi gagner de l'argent. Donc typiquement, il faut aussi prendre ce virage, et on voit chez les gros éditeurs, ils peuvent déployer des centaines de développeurs pour des pôles de R&D pour travailler sur de l'IA, même si elle n'est que conversationnelle, même si c'est que pour faire du LLM, pour aller chercher de la donnée et mieux se documenter. Mais en tout cas, ça c'est des vrais coûts supplémentaires. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de marché, si vous ne suivez pas, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué demain. Donc tout ça, d'être avec un groupe comme MyDiapason, effectivement, ça ouvre tout ce champ des possibles aussi, quoi. Et c'est cette structuration, cette organisation qui permet d'être bénéfique. Et toi, par exemple, où est-ce que tu vois l'intérêt de l'IA aujourd'hui pour les DAF et trésoriers d'ETI dont on parlait? Dans un premier temps, moi je le vois surtout sur la partie exposition. Comprendre toutes leurs data, les organiser, les trier, etc. Donc là, dont on parlait, tu parlais oui, la première phase, ouais. maîtriser sa donnée, savoir de quoi il s'agit et avoir une donnée clean. Exactement.
Donc ça sous-entend d'avoir des outils homogènes, que la data soit homogène. Voilà. Donc c'est vrai que d'utiliser un outil, après aller faire un bout dans Excel, revenir dans un outil, etc. C'est pas idéal pour demain, pour pouvoir, je dirais, faire fonctionner l'IA de bout en bout. Faut qu'il y ait une... L'IA utilise aussi de la donnée ou du contexte pour les LLM, mais... Exactement. Non, mais qu'on peut faire fonctionner. Qualité, voilà. Oui. Mais c'est vrai que le plus important, ça va être sur cette partie déjà de l'exposition. Parce que les marchés, est-ce qu'on peut prédire un Covid? Est-ce qu'on peut prédire d'autres guerres ou d'autres événements? C'est pas toujours évident. Et là, on l'a vu sur le côté algorithmique, notamment sur l'argent, où il y a quelqu'un qui a retiré sa position de 20 milliards, enfin de 20 millions, pardon, sur l'argent. Qui du coup, l'algorithme a dit « Ah, mince, le marché il part dans l'autre sens, donc je suis vendeur. » Donc tous les algorithmes commençaient à vendre. Puis le marché il est passé de 120 à 60 en l'espace même pas d'une journée. Et en fait, le marché s'est pas arrêté. Là, on l'a revu, il y avait du stress par rapport à l'aluminium. La cotation LME s'est arrêtée. Et du coup, il faut un peu un garde-fou aussi de temps en temps. Donc l'IA, oui, c'est un avantage. Ça permet d'être meilleur, ça permet de gagner en efficacité. Il y a plein de... Toi, tes clients t'en parlent ? Tes clients te parlent de leur usage ou de leur usage souhaité, je dirais, de l'IA ? En fait, l'usage souhaité du client, c'est que ça fasse tout bien. Oui, j'imagine. Tout bien, rapidement, sans erreur, et en efficacité, en ne donnant le moins d'efforts possible. Oui. Ça, je dirais... c'est la direction, de toute manière, quoi qu'il arrive. Exactement. Après, quand on dit, il faut des datas un peu structurées, qu'elles soient organisées... que ça soit documenté, parce que aussi, ça sert aussi à la documentation qu'on fait autour. C'est sûr que si vous dites j'ai des datas dans un ERP solide, que du coup je les transmets à un outil de trésor solide, que j'ai un outil de risque, etc. Et qu'en plus, après, vous avez un bon PDF de 30 pages qui décrit votre politique, comment vous devez agir, etc. C'est sûr que vous serez plus efficace dans cette utilisation que... côté un peu plus éparse. Mais c'est vrai que tout le monde en parle. Est-ce que vous avez... ils pensent que quand vous achetez un produit complexe sur le marché, un dérivé complexe, je vais demander à l'IA pour qu'il rentre dans l'outil. Oui, effectivement. En fait, après, l'éditeur est confronté à... Est-ce que je fais plus d'analytics avec de l'IA? Est-ce que j'aide à mieux utiliser mon outil? Enfin, il peut y avoir différents contextes, et ça, je peux pas répondre à la place de tout le monde, mais c'est des vrais enjeux. En tout cas, l'enjeu auquel on n'a pas trop bougé là-dessus, c'est quand même de comprendre le risque pour une ETI, et déjà de le structurer. Parce que déjà, ne serait-ce que de sortir des données pour aller comprendre, c'est déjà première difficulté. Donc, utiliser l'IA pour les aider à comprendre, ça se conçoit. Après, de pouvoir répliquer et de continuer, je dirais que c'est ça la difficulté. Et du coup, d'avoir quand même un workflow sans rupture pour l'entreprise. C'est aussi ça. Et ça, c'est plutôt un choix de l'homme de dire... voilà. Et après, l'IA est un outil pour arriver à s'améliorer. C'est-à-dire que si je te dis donc la prochaine release de DevTedge, c'est une fonctionnalité IA, c'est pas forcément la bonne question. Non, c'est pas la... Non, puis même, parce que toi, ton output, c'est pas de la technologie, c'est de l'usage. C'est de l'usage, moi, c'est d'être capable d'avoir un risque qui rentre, de savoir comment le traiter, de pouvoir le couvrir et d'aller même automatiser ta gestion de risque de bout en bout avec une strate interne qui tourne. Parce que des fois, ce sera l'IA et la solution, des fois, ça ne le sera pas. Oui, potentiellement. Non, mais l'IA, faut l'utiliser. Et voilà. Quand je dis qu'il ne va pas nous aider à prédire l'avenir, c'est vrai, mais à avoir des comportements et à comprendre des similitudes par rapport à des débuts de stress de marché, etc., effectivement, il aura tout à fait son input, la data, la meilleure organisation, ça, effectivement, faut le prendre. Mais je veux dire, quand on le prend dans l'objectif d'être complètement remplacé, moi, je ne le perçois pas comme ça, parce que je pense que la décision restera quand même à la main de l'homme, en fait, quand même, du trésorier, du directeur financier. OK, on utilise ces outils
mais il y a quand même un pouvoir décisionnaire à la fin. Et c'est pour aider en fait le trésorier, le directeur financier à mieux faire son travail, à être plus efficace, à prendre un regard peut-être un peu plus haut, prendre de la hauteur, regarder, mieux comprendre. Voilà. Et du coup, après, des débats de fond, il ne faut pas non plus que l'IA soit qu'elle hallucine. Puis la sécurité de la donnée aussi. Exactement. Ça, c'est écoute, un vrai débat. Ouais, c'est un autre débat, mais un débat en effet très intéressant, qu'on aura peut-être oui, bientôt. La sécurité de la donnée, oui, c'est un vrai sujet. Ça en fait vraiment partie. Hein. C'est les nouvelles marches des logiciels, globalement. Quoi. Ouais. Écoute, en tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que vont donner les prochaines étapes du parcours de DevTech. Au sein de Diapason. Au sein de Diapason, oui, tout à fait. Et donc, si jamais tu as des nouvelles fonctionnalités, tu viendras me les montrer. Exactement, avec grand plaisir. En tout cas, merci de m'avoir fait venir sur ce podcast. Je t'en prie, merci Olivier. Ce sera utile. Non, je pense que c'était très intéressant. Merci beaucoup et écoute, Merci je te souhaite une bonne journée et à bientôt. À bientôt. Merci Jean-François. Bonne journée.